Salut, ici Johan Yangting, bienvenue dans ce podcast qui va être un bonus après ma trilogie sur le développement personnel et le coaching. J'ai eu beaucoup de réactions, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous apporter cet élément, donc ça fait pas partie de cet épisode, cette suite d'épisodes où j'ai donné mon avis sur le développement personnel, les dérives du coaching, etc. C'est sur mes derniers podcasts que j'ai publiés sur YouTube, SoundCloud, iTunes, etc. L'idée ici, c'est pas de revenir dessus, c'est juste de donner une continuité. Et vous savez que je donne beaucoup de conseils sur comment se former, comment évoluer, comment travailler son développement personnel et aussi professionnel. Et c'est vrai que vous qui me suivez, vous aimez beaucoup vous former, investir en vous, vous aimez beaucoup les livres. J'ai remarqué que on me demande souvent des conseils sur les lectures et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un peu les alternatives et choses qui sont aussi complémentaires pour évoluer, pour s'améliorer, etc. Parce que si vous me suivez, vous êtes dans une démarche de progression. Et c'est vrai que dans tous les conseils que je donne, d'ailleurs, je le dis même dans les conseils sur mes podcasts, mes vidéos, même dans mes formations, souvent je recommande ces choses-là, mais j'en ai peut-être pas assez mis en avant. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de l'approfondir et comme je le dis souvent, une démarche de développement personnel, ça doit être global, c'est holistique, c'est pas juste, vous devez pas juste, et j'ai dit ça dans les podcasts, vous êtes pas juste et vous ne devez pas juste vous limiter à la parole d'un coach ou d'un seul expert. Vous devez varier vos sources et être au maximum, élargir vos sources d'inspiration et élargir le travail sur vous. Et j'ai beaucoup aimé un commentaire qui est devenu de Morgane, je crois, qui est un de mes clients sur le groupe privé. Donc j'ai un groupe privé juste pour mes clients. Et donc voilà, suite à une discussion, il y a Morgane qui a dit que quand c'est quelqu'un d'autre que toi qui allume la flamme, elle va s'éteindre, car ce n'est pas toi qui l'as allumé de tes propres mains, par une conviction personnelle. Et j'ai trouvé ça très pertinent. D'ailleurs, il a dit tout modestement qu'il n'a pas fait exprès de sortir cette punchline, mais je l'ai trouvée très 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 pertinente. Et j'aime bien cette idée que si c'est pas vous qui allumez et entretenez la flamme, et que votre flamme dépend d'un autre, que vous donnez à un autre, vous prenez le risque qu'elle s'éteigne avec l'autre. Et c'est comme je dis souvent, ne mettez pas toutes vos ressources, tous vos espoirs, toutes vos connaissances dans le même panier ou entre les mains d'une seule personne. Comme je dis, ne mettez pas votre motivation dans des choses externes, elle doit être en vous. Et d'ailleurs, je rajouterais qu'il ne faut pas voir les personnes comme vos flammes ou comme ceux qui entretiennent. Il faut plus les voir comme des sources d'oxygène qui vont alimenter pendant un temps, de façon ponctuelle, mais que l'oxygène, comme tout oxygène, est limité, ses sources sont limitées, et donc il va falloir renouveler, en changeant de pièce, en sortant, en allant vers d'autres sources d'oxygène, puisque le feu a besoin d'oxygène. Et donc, de même, il y aura d'autres flammes qui vous guideront sur votre chemin quand celui est sombre, mais rien ne va remplacer la vôtre en fait, et c'est le plus important. Et comment allumer cette flamme, le fameux feu sacré, et comment l'alimenter et la garder allumée? A-t-on vraiment besoin d'un coach, d'expert, de gourou? Ça dépend. En fait, je vais faire déjà une petite parenthèse pour revenir sur ce qui est important. Par rapport à ça, j'ai juste une petite remarque. C'est bien d'avoir une démarche personnelle et de dire qu'on n'a pas besoin de coach. Et je comprends, s'il n'y a pas le besoin, personne ne va vous forcer et vous-même, vous n'avez pas à vous forcer. Seulement, il y en a beaucoup qui passent leur temps à dire que le partage de la connaissance devrait être gratuit, que le coaching devrait être gratuit, que si on était si philanthrope, on devrait tout donner gratuitement. Déjà, pour moi, ce genre de raisonnement n'est pas viable dans le monde dans lequel on vit. On n'est pas là pour faire du social, on n'est pas un assistant social par exemple. C'est comme aller devant Carrefour, Auchan ou Leclerc et leur reprocher de vendre des produits, etc. en disant qu'ils devraient donner tout gratuitement. C'est comme aller devant le concessionnaire, je sais pas, devant Rolls-Royce à dire que c'est intolérable que leur voiture soit trop chère parce que vous pouvez pas vous le permettre. Il y a un moment en fait, il faut comprendre que on peut pas reprocher à un corps de métier de pas faire quelque chose qui est notre activité ou même du bénévolat ou autre. Et par rapport à ça, je pourrais débattre pendant des heures, j'en ai déjà parlé, je vais pas refaire l'éducation des gens par rapport à l'argent, sur le fait que si vous trouvez que c'est trop cher, c'est juste que vous n'en avez pas besoin, vous voulez pas le retour sur investissement, donc ça sert à rien de crier que c'est trop cher, il suffit juste de pas acheter. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que est-ce que vous allez reprocher, déjà une question très simple, est-ce que, et je vais tutoyer, pourquoi ton patron ne t'embauche pas pour te payer à rien foutre? C'est-à-dire qu'il va te payer, toi tu fais rien, tu vas pas trouver ça normal. Bon, il y en a qui rêveraient de ça, mais bon. Et ton salaire, il vient d'où? Ton salaire, il vient de quoi?
Ça veut dire que, est-ce que si toi t'as des compétences, t'as fait des études, t'en as chié dans ta vie, et un jour tu veux trouver un travail, et tu fournis un travail, donc tu travailles justement au quotidien, et on te dit à la fin, ben en fait tes compétences devraient être gratuites, ton expertise devrait être gratuite. Comment vous allez le prendre? Ben ouais. Et donc d'ailleurs, plus on a de moyens, plus on peut donner et redistribuer. Je veux dire, comment tu peux pouvoir aider les gens si t'as le ventre vide, si tu peux même pas, t'es pas en bonne santé parce que t'arrives pas à manger ou t'as pas un toit, t'es pas en sécurité. Pareil, c'est comme en fait, c'est ça le truc, c'est que plus on a de moyens, plus on peut aider. Donc justement, au contraire, si on peut en plus en vivre de ça, on peut donner encore plus. Enfin, moi, je sais que par exemple, le fait d'avoir une activité qui marche bien, d'avoir des gens à qui je propose plus de valeur pour ceux qui veulent aller plus loin, et c'est tout à fait normal, ben, derrière, je suis aussi content de voir que ça me permet d'avoir plus de moyens pour faire des vidéos, pour faire du contenu, pour proposer de meilleurs services, de meilleurs contenus, d'avoir le temps, de me permettre aussi d'avoir du temps, de dégager du temps pour écrire un livre qui va pouvoir être plus accessible. Je prends aussi beaucoup de mon temps pour aller aider, pour intervenir, je reverse une partie de mon argent à des associations. Bref, en fait, on décide ce qu'on veut. Donc je pense qu'il faut arrêter de se dire que, en fait, revenir, je parlais de ça par rapport juste dans les démarches de développement personnel et professionnel, d'arrêter de croire qu'on peut tout avoir gratuitement, qu'on peut tout avoir, que toute une expertise, des compétences se développent, le savoir devrait être gratuit. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Tout simplement. Donc voilà, c'était juste la parenthèse, juste pour revenir au centre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui disent ça, est-ce que vous le feriez gratuitement? Combien vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre argent? C'est une question très simple. Et c'était la parenthèse qui devait introduire ça, parce que je pense que c'est essentiel et important que savoir que n'importe quelle démarche de développement personnel a un coût en temps, en énergie, en argent. Et donc, il est important que vous soyez au clair avec votre intention initiale, vos attentes. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose de énorme, de haut de gamme, qu'on vous serve tout sur un plateau d'argent, gratuitement ou très peu cher. C'est juste une question d'attente. Pourquoi j'ai introduit comme ça? Parce qu'il y a toujours une intention de départ. Il y a toujours une proposition, une promesse et une attente, un besoin. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour revenir au rôle du coach. C'est quoi un coach? Son rôle, c'est qu'il guide, il pousse, il accompagne dans une démarche, il aide à aller d'un point A à un point B. Il n'est pas psychologue, il n'est pas là pour faire du social, il n'est pas là pour vous faire manger à la petite cuillère. Il est là pour vous amener à vous poser les bonnes questions, pour vous guider et au final pour vous rendre autonome, ou en tout cas vous aider à atteindre l'objectif. Et c'est ça en fait, c'est important, ce n'est pas un psy, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un marabout qui va guérir tous vos problèmes, et ceux qui le prétendent, et ceux qui jouent les apprentis sorciers, ou qui n'ont aucune humilité, qui pensent qu'ils peuvent toucher à donner des conseils sur tout et à rien, c'est là que ça peut devenir dangereux justement, c'est là qu'il y a beaucoup de dérives dont j'ai déjà parlé dans le podcast sur les dérives dans le personnel. Mais voilà, c'est pour ça que, comme je parlais de tarifs, de prix, on ne peut pas aller voir un coach en se disant que, c'est pas le but, c'est pas de voir un coach qu'on est au fond du gouffre et que on sait pas où donner de la tête. Quand on va voir un coach, il faut qu'il y ait une intention, déjà qu'il y ait un objectif, ou alors qu'il y ait au moins une intention ça peut être de reconstruction, de changement ça peut être au niveau de sportif, ça peut être de changement de situation, de carrière, bref, il y a quand même une intention de départ. Et cette intention de départ est guidée pour affiner les objectifs, pour accompagner, etc. C'est pour ça que, par exemple, il y a plein de personnes qui diront « Mais jamais je paierai pour un coach sportif, je préfère aller courir tout seul. » Mais est-ce que ça empêche qu'il y ait des coachs sportifs et qu'il y ait ce genre de proposition? Et c'est ça en fait, c'est que il est important de comprendre que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les experts, les coachs ont leur place dans cet écosystème de progression personnelle, et que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a parfois, n'importe qui, on peut avoir besoin de l'intervention d'une personne extérieure pour nous guider. Mais cette intervention n'est pas obligatoire, elle doit se faire avec un besoin. Et qui dit besoin, dit investissement et engagement pour répondre à ce besoin. Et donc parfois il faut comprendre que si on veut avoir une démarche plus forte, plus évoluée et plus avancée, il va falloir investir et s'investir. Mais quoi qu'il arrive, c'est une question de mindset. Peu importe la démarche, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. En fait, l'idée, et je pense que le mindset global qu'on devrait avoir dans son développement personnel, et quand je dis personnel, c'est global, c'est sa progression personnelle, c'est
toujours de se remettre en question et de se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre des expériences qu'on vit. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends des personnes que je rencontre? Qu'est-ce que j'apprends de ce que je vis? Qu'est-ce que j'apprends d'un échec? Qu'est-ce que j'apprends d'une réussite? Qu'est-ce que j'apprends d'une relation? Qu'est-ce que j'apprends d'un livre que j'ai lu, d'un film que j'ai vu? Qu'est-ce que j'apprends d'une personne, un expert, un discours, une conférence? Qu'est-ce que j'apprends d'un coaching? Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer ce que j'appelle son propre écosystème de progression. Son écosystème, c'est devenir autonome. Voilà. Un écosystème, c'est quoi? C'est quelque chose qui est autonome, qui évolue, qui trouve un équilibre. Et quand on arrive à trouver cet écosystème personnel, c'est comme ça qu'on avance. Et il n'y a pas forcément besoin d'un coach. Fine. Vous n'avez pas besoin, ou par moment on n'a pas besoin, c'est normal. Et tant mieux d'ailleurs, c'est une bonne chose, si on ne ressent pas le besoin. Mais il y a des fois aussi, on a besoin d'aller sur du spécifique. Je prends un exemple. J'ai absolument pas besoin d'un coach par exemple pour le sport. J'ai pas besoin de ce coach sportif. Mais c'est arrivé que il y a des moments spécifiques où pour un entraînement ou une préparation, je fasse appel à un coach. Pour un entraînement, pour courir un marathon, pour me préparer à une compétition, ou tout simplement dans d'autres domaines. J'ai pas forcément, je n'estime pas d'avoir besoin par exemple d'investir dans un programme ou autre pour améliorer ma prise de parole, par exemple en public, en conférence. Par contre, quand je prépare une conférence, je me fais coacher, j'investis le prix fort pour avoir un coach qui me prépare pour ma conférence, parce que c'est spécifique. Parce que il faut aussi, dans ces démarches dans l'écosystème, reconnaître que par moment, avoir l'humilité de connaître ses limites, et aussi de prendre ses responsabilités dans comment on connaît ses limites et comment on va s'investir pour développer et travailler des points spécifiques. Et ces points spécifiques peuvent venir d'une aide extérieure ou d'une démarche holistique. Et cette démarche, c'est justement le fait de voir son dev perso, pas uniquement au travers de coach ou d'experts, mais son dev perso dans son écosystème qui est dans tous les jours, dans tout ce qui se passe dans votre vie. Et je vais vous donner justement, j'en ai sélectionné 7 précisément, 7 façons de progresser et d'évoluer sans forcément avoir à faire appel à une aide extérieure. Et quand je dis une extérieure, c'est un coach, un expert, un gourou, pour peut-être les plus fanatiques, appelez-le comme vous voulez, bref. Et ça, c'est la démarche justement écosystémique, je sais pas si ça se dit, écosystémique et holistique de son évolution personnelle. Première façon de progresser de façon énorme, et c'est peut-être l'un de mes préférés, c'est le sport. Pourquoi ? Parce que le sport, il n'y a rien de mieux que le sport pour prendre confiance en soi. D'ailleurs, je pense que le sport a été un des éléments qui m'a aidé le plus à développer ma confiance en moi dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait du basket, j'ai fait du football, de l'athlétisme, de la course à pied, de la planche à voile, de la voile tout court, j'ai fait du bodyboard, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait 10 ans de karaté, de la capoeira maintenant, le sport, pour moi, c'est la vie. Et le sport, en fait, ce que je trouve génial dedans, c'est que ça m'a permis de me motiver tout seul, d'apprendre à me motiver, d'apprendre à me dépasser, à me remettre en question, à me corriger, à connaître aussi mieux mon corps, à me sentir mieux dans mon corps, à aussi beaucoup, parfois aussi créer des liens. Quand je me suis retrouvé, par exemple, pendant mes études, dans des endroits quand je me retrouvais souvent en Amérique du Nord, par exemple, pendant mes études au Canada, aux États-Unis, etc., c'est grâce au sport que j'ai pu me faire des amis. Quand on allait, je me rappelle à Berkeley, le moment où on se connectait le plus entre nous, c'est quand on allait faire des foot ensemble, où il y avait de tout. Il y avait des Brésiliens, il y avait des Hollandais, il y avait des Français, il y avait toutes les nationalités. Et c'est là qu'on créait ça. Quand je suis allé à Montréal faire mon stage de fin d'études, c'est grâce à la capoeira que j'ai pu faire des liens. C'est en allant rencontrer des personnes là-bas. Quand je suis parti, c'était à Vancouver pendant l'un de mes stages. Bon là, c'était moins le sport, mais c'était les activités un petit peu à l'extérieur. Par exemple, on sortait des sorties de groupe où c'était en fait, si on pourrait associer la randonnée, oui, c'est du sport la randonnée, donc les trucs comme ça. Et c'est là en fait, le sport, ça vous permet au niveau social, au niveau personnel, etc., de vous développer. Et je pense que c'est un élément qui devrait être intégré selon votre état de santé ou selon ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport hyper, très
cardiaque ou très intense, comme je pourrais le dire, juste par exemple la marche ou la natation, des sports plus doux parfois qui peuvent aussi vous aider à faire des rencontres, et je pense que on devrait tous intégrer une démarche sportive dedans. Et l'avantage avec le sport, c'est que justement on n'est pas obligé d'avoir un coach pour progresser, juste en allant courir soi-même. Par contre, c'est vrai qu'un coach, ça peut aider à corriger. Par exemple, je sais que moi à un moment j'avais des problèmes, je courais très mal, j'avais mal au genou, et c'est un expert, c'est pas vraiment un coach, c'était plus un ostéo expert qui a observé ma posture, etc., qui m'a aidé à ne plus avoir mal. Et pareil, c'est sûr qu'un entraîneur et tout, ça aide à aller plus loin, mais rien que dans une démarche personnelle de se mettre au sport, ça aide à gagner confiance. Deuxième pôle, le jeu. Ah, le jeu. Et quand je dis jeu, je dis jeu en général. On apprend beaucoup sur soi et sur les autres dans les jeux. Un jeu de société, le jeu vidéo, tout seul ou en groupe, qui nous pousse justement. J'ai fait une conférence, elle est sur ma chaîne, je l'ai appelée la stratégie du reset et du game over, et je montre la similitude entre les jeux. Pourquoi on arrive à se motiver, comment on peut utiliser les mécaniques des jeux, ce qu'on appelle la gamification et d'autres mécaniques de motivation par le jeu pour s'améliorer. D'ailleurs, mon mastermind dont vous êtes le héros, que je fais au moment où je fais le podcast, je le fais demain, ma première session, on va utiliser énormément le jeu pour travailler sur son business. Même au niveau scolaire, de plus en plus, ça a toujours été le cas, mais utiliser le jeu pour motiver les élèves, les approches ludiques, aussi ce qu'on appelle les serious games, c'est des jeux vidéo, mais appliqués à la formation, à l'éducation, etc. Je sais pas si vous vous rappelez, un exemple typique le plus connu, c'est Adi et Adibou, qui étaient des jeux, mais qui permettaient d'apprendre. Et je pense que le jeu, en fait, et j'en parle souvent, et je vais l'utiliser de plus en plus, même en 2018, et d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre, c'est Game Entrepreneur, sur les jeux. Donc je pense que les jeux, en fait, ça permet justement de se reconnecter souvent à son enfant intérieur, ou d'avoir une approche alternative du cerveau qui permet de se motiver, parce que finalement tous, on aime s'amuser, on cherche à s'amuser, à prendre plaisir. Et rien de plus stimulant pour sa progression personnelle que de prendre plaisir, et donc d'intégrer le jeu dans des activités du quotidien, ou d'intégrer le jeu en plus d'autres activités pour tout simplement prendre plaisir. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il faut aussi avoir une démarche de jeu et pas se prendre tout le temps trop au sérieux, ou penser que tout doit être fait de façon hyper sérieuse. Troisième point, il n'y a rien de plus enrichissant que les relations. Relations avec vos proches, la famille, vos amis, vos parents, vos grands-parents, vos enfants, etc. On apprend beaucoup des relations, on apprend beaucoup de nos relations aux autres, parce que ça soit dans les conflits, dans les choses qui vont bien, c'est des moments de remise en question, de perception des autres, parce qu'en fait finalement le rapport à soi c'est beaucoup lié à notre rapport à nous-mêmes. Comme j'aime beaucoup dire, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est ça, pour ça que je dis beaucoup, il y en a beaucoup parfois qui me disent tu dois faire plus de conseils pour devenir plus séduisant ou charismatique, des trucs pour trouver l'âme sœur, etc. Mais en fait, le conseil il est là, et il est dans le fait d'avoir confiance en soi, et le fait de travailler sur soi, de devenir plus intéressant, de s'aimer en fait, d'avoir une meilleure estime, une meilleure confiance, et un meilleur amour de soi. Et c'est comme ça qu'on arrive derrière à s'ouvrir et à avoir des meilleures relations. Et c'est pour ça que beaucoup aussi, les personnes qui sont souvent dans les conflits ou qui ont des relations toxiques, sont parce que parfois aussi ils attirent ça parce qu'ils sont eux-mêmes pas bien. Et je pense que ça peut être une réflexion très intéressante sur soi, le fait d'avoir cette démarche de remise en question au travers de ces relations. Autre pôle, parce que je parlais des relations, et c'est quelque chose c'est un truc que j'ai dit une fois mais qui est pertinent, c'est que si vous voulez avoir les meilleures leçons sur la vie, vous allez dans une maison de retraite, discuter avec des personnes âgées. J'ai énormément de respect pour les anciens, que ça soit mes grands-parents, ceux qui sont d'ailleurs pour beaucoup ils sont plus là, l'expérience, les discussions, le recul qu'ils ont sur la vie, tout ce qu'ils ont pu m'apporter, et tout ce que même les personnes âgées que je croise, pas forcément de ma famille, qui sont une source de recul sur la vie, d'enseignement, qui sont juste énormes. Et je pense qu'on devrait plus écouter les anciens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il y a toujours eu, et c'est, désolé de l'expression, mais c'est un peu le cas, les vieux cons. Ça, j'aime bien dire ça. Mais même des vieux cons, on peut apprendre. Mais je pense que on dit souvent qu'on doit apprendre de tout le monde. Oui, c'est une chose, mais je crois que les gens qui ont un recul sur la vie, parfois qui arrivent si vous avez vu ma conférence 60 secondes pour changer de vie en finir avec la procrastination, ceux qui sont dans le dernier tiers de la vie. Et je pense que justement ils ont ce recul et la lucidité de se dire qu'ils sont
dans la dernière ligne droite, je dirais, qu'elle soit longue ou pas, mais ils savent qu'ils arrivent dans le dernier tiers de leur vie et qu'ils ont justement un moment pour dire ce qu'ils peuvent être qu'ils regrettent ou d'avoir ce recul, ces expériences dont on peut profiter. Et profiter de cette expérience vous fait aussi gagner des années. Et comme je dis souvent, si on peut apprendre des échecs, des erreurs et même des réussites des autres, ben nous, ça nous permet de les éviter et de même nous d'avancer, de profiter de cette richesse d'expérience. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleur coach justement et expert que des personnes âgées. Autre pôle, et je pense que c'est là où on cherche trop parfois à s'inspirer de faits réels, mais parfois à sortir de ces cadres-là et s'inspirer des fictions. Les films comme Matrix, qui moi était un gros déclic sur tout qu'on peut appeler par exemple la rat race ou le moule, les films comme Brasil sur la société, ou même les films comme Requiem for a Dream, je sais même pas comment on le prononce, Requiem for a Dream, qui est un film sur la drogue ou les addictions qui m'a traumatisé ce film. Les comics, les super-héros, comme les parcours des super-héros, qui avaient des parcours torturés un petit peu. Moi, par exemple, je m'étais beaucoup identifié à certains super-héros, notamment par rapport à la perte de proches de leur famille, etc. Et leur résilience. Même les mangas, Dragon Ball, Sangoku, qui est pour moi l'un de mes coachs. Il y a d'ailleurs beaucoup de mes mentors fictifs sont tirés de ces fictions. J'ai beaucoup de mentors fictifs comme Morpheus dans Matrix, comme Maître Karin dans Dragon Ball, comme Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais le mettre. Monsieur Miyagi dans Karate Kid, parce que Karate Kid ça a été l'un des livres qui m'a le plus le film qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, puisque je faisais du karaté et je le regardais en boucle. Les anciens Karate Kid, les 3 premiers, je regardais ça en boucle, et j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs je vais le mettre en images, parce que je décide les images après, généralement des podcasts. Et Karate Kid aussi, j'ai beaucoup appris dessus. Bref, il y a beaucoup à apprendre des fictions, je pense. Et souvent, on les regarde juste pour se distraire, alors qu'il y a tellement d'enseignements très riches. D'ailleurs, dites-le moi, ça serait intéressant. Dites-moi en commentaire, vous, les fictions qui vous ont le plus inspiré. Les films les films et personnages mentors fictifs qui vous ont beaucoup inspiré. Je sais qu'il y avait eu aussi dans le Seigneur des Anneaux, moi j'aimais bien les Gandalf. Bref, je vais pas faire le tour, peut-être que j'y reviendrai une autre fois sur ça. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne souvent. C'est de prendre quelqu'un qui vous inspire, même s'il est fictif, et de vous dire qu'est-ce que lui aurait fait à votre place, qu'on doute ou qu'on a peur ou qu'on a envie de se lancer ou qu'on bloque sur un projet. Qu'est-ce que ferait Morpheus à ta place? Ou qu'est-ce que ferait Sangoku? Qu'est-ce que ferait Monsieur Miyagi? Ou qu'est-ce que te dirait Monsieur Miyagi si tu procrastines? Etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, les fictions, c'est des bonnes sources de dev perso. Et puis je vais finir sur 2 choses qui vont aller assez vite parce qu'elles sont un peu évidentes. Il y a aussi la musique. La musique, je pense que c'est... plus, pas forcément d'être s'inspirer des artistes, mais plus parce qu'en fait, la musique a un impact sur nous. La musique, et c'est démontré scientifiquement que selon le type de musique qu'on écoute, le rythme cardiaque va se mettre au rythme de cette musique. Donc une musique un peu plus surexcité, dynamique, etc. va vous mettre en grosse énergie. Une musique plus calme va vous poser, etc. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, notamment sur le pouvoir, l'effet de la musique classique sur la concentration, sur certains types de musique. Il y a même eu ils ont même fait des tests sur le fait que même nos mouvements étaient synchronisés. Enfin, on dit la danse, mais même que même des mouvements de foule pouvaient être synchronisés sur un rythme musical. Bref, c'est hyper intéressant et la musique peut être un super outil en termes d'ancrage, en termes et peut être utilisée pour se mettre dans des états. Et je pense que si vous avez besoin de vous motiver, plutôt d'aller chercher parfois même à la place d'un coach, écoutez-vous juste une bonne musique qui vous met en bonne énergie, ça peut aussi vous booster. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de vidéos de motivation qui utilisent des musiques qui sont très puissantes et que certains discours sans la musique seraient moins puissants, si vous le remarquez. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser la musique. Et puis dernière source de dev perso, la vie tout simplement. La vie, et oui, là c'est de façon plus globale, la vie, elle nous met des claques, on a des expériences, on a des réussites, des échecs, des illusions, des frustrations. La vie est injuste, d'ailleurs c'est l'un des plus gros enseignements de la plupart des grandes fortunes du monde, des gens qui ont réussi, vous disent que vous devez accepter que la vie est injuste.
Arrêtez de vous positionner en victime, de subir et d'accepter que la vie est injuste et que c'est comme ça. Et du moment qu'on l'accepte, on devient proactif en fait. On prend ses responsabilités, on dit ok, c'est injuste, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est ça en fait, c'est une question de mindset. C'est-à-dire que la vie va vous mettre à terre, elle va vous prendre des claques. Parfois il y a bien pour qui tout va réussir et tout va aller bien. Parfois pour vous non, c'est injuste, c'est une chose, mais voilà, c'est comme ça et c'est vous, qu'est-ce que vous en faites, comment vous transformez ça. Et on se rend compte souvent, bizarrement, que c'est ceux qui prennent le plus de claques qui deviennent les plus forts et qui évoluent le plus. Donc je pense que la vie, c'est une question de mindset, de comprendre, si vous êtes dans un état de remise en question constant et aussi d'approche liée à tout ce qui va toucher par exemple au fait que tout ce qui vous arrive est une expérience que vous pouvez apprendre et que vous êtes en état d'apprentissage, vous allez évoluer et ça change la perception de la vie. Et comme on dit, parfois on gagne, parfois on apprend. Et c'est ça l'idée, c'est que vous n'allez jamais perdre, vous n'allez jamais avoir d'échec si vous pensez comme ça, en termes d'apprentissage. Et c'est ça en fait. Ces points-là, je pense que c'est des sources d'enrichissement personnel inestimables que parfois on a tendance soi-même à oublier, alors que ça nous apporte beaucoup, ça nous enrichit personnellement, c'est-à-dire le sport, le jeu, les relations, les personnes âgées, les fictions, la musique et la vie. Et puis si je vais donner un petit bonus qui est pas vraiment concluant parce que c'est un petit peu à part, ce serait de vous recommander d'avoir une petite activité créative. Je pense que d'avoir une activité créative vous aide en évolution personnelle, que ce soit la musique, l'écriture, la création, peu importe. Ayez une activité où vous créez. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un métier ou une activité qui vous pousse à être créatif, par exemple moi je suis obligé d'être créatif dans mon business, mais même à côté d'avoir des activités qui sont créatives, par exemple je sais que moi j'aime beaucoup même à côté écrire. Il y a même des fois où j'écrivais des scénarios de jeux vidéo. En ce moment je m'amuse à faire du pixel art. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai acheté des trucs dessus. Je m'amuse un petit peu à faire ça. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une petite démarche créative. Quand j'étais petit, je m'ai beaucoup dessiné. Il y a un moment, je m'étais mis à la composition musicale. Parfois, je m'amusais à mixer, à jouer les DJ, même si j'étais complètement nul. Et je pense que c'est important de garder je pense que notre cerveau a besoin de créer, d'être créatif. L'être humain a besoin de créer. Et ça peut vous aider à vous garder dans une dynamique de progrès, de créer tout simplement. Donc voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner. Et puis derrière tout ça, en fait, et c'est pour ça que cette introduction qui était un peu cash et comprendre que faut pas voir le coach comme un truc qu'on rejette ou les experts comme un truc qu'on rejette. Ça rentre dans cet écosystème et que on peut apprendre énormément par soi-même, par moment on peut se faire accompagner, on peut se faire guider et que tout ça c'est un investissement global parce que tout ça au final ça fait partie de nous, de notre écosystème personnel, de notre évolution, de notre équilibre et tout ça pour moi en fait le coaching et les experts, les livres, ça s'intègre. C'est pas en opposition, c'est pas au-dessus ou en dessous, ça s'intègre dans tous ces éléments qui nous enrichissent dans notre vie, dans notre évolution personnelle. Et que je pense, si on revient à la racine du rôle, ça doit venir s'intégrer comme une démarche d'objectif, d'amélioration sur des points plus ou moins spécifiques. D'aller plus chercher du spécifique que le mec qui va l'apprenti, le gourou, le sorcier qui va vous transformer, un peu comme les marabouts qui guérissent tout et rien. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc voilà. Donc dites-moi, ça m'intéresse de savoir, vous, quelles sont vos démarches personnelles qui vous aident le plus ou qui vous apportent beaucoup au quotidien. C'est quoi dans ces éléments ou d'autres éléments qui vous aident à évoluer personnellement. Et puis je vous retrouve prochainement et je pense que j'avais fait un sondage sur ce podcast et puis un autre sur les sujets et c'est vrai que on se heurte souvent, hélas, aux briseurs de rêves. Et quels que soient ces rêves, ces domaines que vous avez, il y en a souvent qui viennent vous casser le délire. Et j'ai envie d'en parler, pas faire un coup de gueule, mais un petit peu remettre les choses en place. Et je le ferai sûrement dans le prochain podcast. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt.